Ah bah voilà, ça c'est la dernière photo, le 12 juillet. On s'était retrouvé à la plage avec son père et une amie et sa fille. J'ai tous mes albums photos là. J'ai la photo de Romain le jour de mon mariage. J'ai fait ma petite étagère de souvenirs, quoi. Ça, c'est le petit robot qu'il avait eu à Noël avec le petit mot. Quand il appuyait sur les boutons, ça dirigeait le robot jusqu'à moi. Romain était sur la promenade des Anglais le 14 juillet. Avec son père et sa belle-mère, il était venu assister au feu d'artifice. Le téléphone a sonné, son père m'a appelé. Il était 22h53 en me disant il faut que tu viennes. Il était en larmes. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe comment va Romain? Qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit il faut que tu viennes. Il s'est passé quelque chose de grave. Romain a été tué. Il faut que tu viennes identifier le corps. Donc là, je suis abasourdie. Je lui dis mais quoi? Mais de quoi tu me parles? Mais qu'est-ce que... Mais non, c'est pas possible. Et sa belle-mère m'a dit écoute, on est à côté de lui, quoi. On est à côté de lui, il respire plus. Le petit garçon de 10 ans vient d'être fauché par le camion. Émilie part immédiatement sur la promenade et découvre une scène de guerre. Des voitures de police, des pompiers, des secours partout et des corps gisant sur le sol. Le papa de Romain est arrivé avec la chemise couverte de sang. Et on s'est embrassés, on a pleuré. Il était désolé. J'ai dit mais c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. On a passé toute la nuit assis sur les marches à regarder le drap blanc de l'autre côté de la promenade des Anglais. Émilie ne verra le corps de son fils que 5 jours après le drame. Après l'enterrement, elle ressent le besoin de partir loin de Nice, avec son mari et leur fils Maxime, 4 ans et demi. Mais j'ai passé tous les jours à pleurer. Et je pleure encore 9 mois après. Et je crois que je pleurerai toute ma vie. Comme je dis au psy, je serai plus jamais heureuse. C'est pas possible. J'aurai des moments de bonheur, j'aurai des moments de joie, ça je le sais, mais ils seront systématiquement entachés par l'absence de Romain. Le petit garçon fait partie des 86 personnes qui ont perdu la vie dans l'attentat. Des Niçois, des touristes, des hommes et des femmes de différentes nationalités et de tous les âges. Romain est l'un des 10 enfants disparus. Son absence, Émilie doit y faire face chaque jour. Elle doit apprendre à vivre sans son fils aîné, apprendre à se reconstruire. Pour elle, cela passe par un engagement auprès d'autres personnes touchées par le 14 juillet. Depuis janvier, elle est présidente d'une association de défense des victimes de l'attentat de Nice. Alors, merci pour commencer d'être là, de se joindre à ce groupe de travail. Ce qui serait bien, c'est que vous me disiez, vous, ce que vous attendez de ce groupe de travail, ce que vous avez pensé, réfléchi, envisagé, voilà, comment vous voyez les choses. J'ai envie d'aider moi aussi et de participer à ce projet. Et puis, il y a des gens qui se battent pour nous quand même depuis un certain temps. Et je pense que c'est aussi normal de donner un coup de main dans la mesure où on puisse le faire. Ouais. Et avec les petits moyens que chacun a, en mutualisant tout, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses. Se rendre utile en aidant les autres victimes, c'est devenu une thérapie pour cette mère endeuillée. L'association Promenade des Anges compte à peine plus de 300 adhérents. C'est peu au regard des 30 000 personnes présentes sur la promenade des Anglais ce soir-là. Mais ce n'est pas surprenant car de nombreuses victimes ne se sentent pas légitimes. Elles n'ont pas été blessées physiquement, n'ont pas perdu de proches, et pourtant le traumatisme psychologique est bien là, même un an après. C'est le cas de Jean-Marc et Elisabeth. Ce 14 juillet, ensemble, ils ont vu l'impensable. J'ai vu l'apocalypse, une horreur. Des corps dans tous les sens, une voiture de police sur le côté qui était encore arme au poing, 2 scooters avec 2 personnes dessus qui zigzaguaient entre les corps,
une personne avec la poitrine ouverte, avec quelqu'un d'autre, mais ils étaient complètement disloqués, des corps à droite, à gauche, enfin une vision d'apocalypse. Depuis ce temps-là, ma vie s'est complètement arrêtée. Alors depuis ce temps-là, je vis au jour le jour. Les nuits, je dors 4 heures, parce que mon cerveau se réveille la nuit, il me fait voir des images que j'ai jamais vues de ma vie, des gens qui n'existent pas, qui sont dans la pièce. Heureusement que j'ai ma compagne, parce que j'ai tellement d'idées noires des fois que je me dis qu'est-ce que je fais ici? Je veux reprendre ma vie d'avant. Parce que c'est vrai que j'étais quelqu'un qui riait beaucoup, qui était quelqu'un de très gai, si vous voulez. Même mon compagnon était quelqu'un de très gai. Les gens ne nous reconnaissent plus. Peur de la foule, troubles du sommeil, cauchemars, images incessantes, difficultés à se concentrer, Elisabeth et Jean-Marc souffrent de stress post-traumatique, comme des milliers de personnes présentes sur la promenade ce soir-là. Pour beaucoup, la vie a brutalement changé. Il y a un avant et un après attentat. Si son engagement auprès d'autres victimes l'aide à avancer, Émilie est consciente que la présidente d'association doit aussi laisser la place à la mère endeuillée. C'est pourquoi elle est suivie par un psychiatre. Bonjour. C'est un hasard, mais c'est ce médecin qui était à ses côtés la première fois qu'Émilie a vu le corps sans vie de son fils aîné, quelques jours après le drame. Alors, comment ça va? Bien et pas bien. Là, sur les 15 derniers jours, qu'est-ce qui vous a dérangé le plus? Mon hypersensibilité. Ouais. À un moment donné, ça se manifeste comment? Les larmes qui montent assez facilement quand je parle de ma situation. Et les périodes où je suis pas bien vont être plus violentes. Le manque est plus vif. Je me pose la question de déménager. Pour quelle raison? Parce que je n'arrive pas. Quand bien même j'ai changé toute la chambre de Romain, j'arrive pas à y aller, quoi. Je me cogne à cette chambre vide tous les jours. Chaque fois que je rentre à la maison, il n'est pas là, quoi. Émilie doit faire son deuil, mais elle souffre aussi de stress post-traumatique depuis l'attentat. Les deux sont indissociables dans la prise en charge. Cette casquette de présidente, je sais que c'est un combat que je mène pour moi aussi. Vous arrivez mieux à vous exposer? Ouais. Je pense que alors les foules, non, toujours pas. Voilà, j'ai pas amené Maxime au carnaval, j'ai pas. Ça, je peux pas. Pas d'envie ou la peur? Pas d'envie et la peur, les deux. Et puis je me suis retrouvée une fois dans une foule, je sais plus pourquoi c'était, je me suis sentie très mal à l'aise, inquiète. Après un événement traumatisant, des symptômes de stress aigu peuvent apparaître dans les 48 heures, comme des cauchemars ou des problèmes de concentration. S'ils persistent au-delà d'un mois, on parle alors de stress post-traumatique. Mais tout le monde ne développe pas ce syndrome. Dans le cas d'un attentat, on estime que 15% des victimes en souffrent. Cet état de stress post-traumatique, on peut le mesurer. C'est un questionnaire qui va évaluer donc les 3 dimensions de l'état de stress post-traumatique. D'accord. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a vos réponses. Ce qui est bien avec cette échelle, c'est qu'elle nous permet d'avoir une image très rapide. Vraiment, ça explore bien les 3 axes, les 3 dimensions de l'état de stress post-traumatique. Et ça nous permet de répéter et de suivre l'évolution. Pour l'instant, grâce à la psychothérapie et à des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques, Émilie arrive à tenir. Et elle le sait, c'est surtout le temps qui l'aidera à faire son deuil. Merci beaucoup. Au revoir. Comme Émilie, depuis le 14 juillet, des centaines de victimes de l'attentat ont poussé les portes du service de psychiatrie de cet hôpital. La plupart souffrent de stress post-traumatique. Une situation inédite qui a conduit les professionnels de santé à réfléchir à de nouvelles prises en charge. Alors quand un confrère canadien a proposé de former l'équipe du professeur Benoît à une thérapie innovante, personne n'a hésité. Il y a pour l'instant 6 patients inclus dans le groupe propranolol et un patient dans le groupe traitement habituel. Depuis une dizaine d'années, Alain Brunet développe un nouveau traitement pour soigner le stress post-traumatique. Déjà testé au Canada sur des victimes d'agressions et des militaires, ce chercheur a voulu le proposer aux victimes du terrorisme après les attentats du 13 novembre à Paris. On tente à notre manière, à notre échelle,
d'aider les gens, donc de réparer et de préparer la France finalement. On tente de développer ensemble les interventions de demain. J'imagine que dans le futur, une communauté puisse se relever d'un traumatisme en l'espace de 6 à 8 semaines. Il était important de proposer un outil complémentaire, thérapeutique, qui soit applicable à une large proportion de personnes qui sont impliquées dans un événement de masse, d'accord, et qui permettent véritablement de ne pas tarder, bien sûr, de ne pas attendre, d'accord, avant de proposer une solution thérapeutique. Ce traitement innovant associe la prise d'un médicament, le propranolol, et la psychothérapie. L'objectif est de diminuer la charge émotionnelle et les manifestations physiques associées à un souvenir traumatisant. Elisabeth a voulu essayer cette nouvelle prise en charge. Car les séquelles psychologiques liées à l'attentat du 14 juillet l'empêchent de reprendre le cours de sa vie. Alors du coup, racontez-moi un peu la semaine, comment ça s'est passé. Les plus, les moins. Les plus, je me suis sentie quand même un peu mieux. Mais la déprime, elle est là par la fatigue. Pour moi, c'est énormément de fatigue. C'est-à-dire que je vais commencer mon travail, je vais être avec des palpitants, je vais être obligée de m'asseoir et de m'arrêter. Elisabeth va suivre sa 3e séance. La séance débute par la prise d'un bêta-bloquant, utilisé normalement en cardiologie pour traiter l'hypertension artérielle. Il va permettre d'éliminer certains symptômes, notamment les palpitations qui peuvent survenir dans les états de stress aigu ou dans les états de stress post-traumatique. Et dans le cadre finalement de cette étude-là, c'est un médicament qui permettra en quelque sorte de supprimer un petit peu la composante émotionnelle physique. Les émotions violentes et les manifestations physiques gênantes sont courantes chez les personnes qui souffrent de stress post-traumatique lorsqu'elles se remémorent le drame. La thérapie consiste donc à prendre le médicament et à revivre l'événement traumatisant. C'est pourquoi lors de la première séance, Elisabeth a écrit ce qui l'a le plus choqué le 14 juillet. On demande aux patients de décrire le récit à la première personne, au présent, en essayant de mettre le plus de détails sensoriels, etc., le plus de choses possibles, comme si, à la lecture de ce récit, on pouvait revivre vraiment l'événement. Le but, c'est qu'on réactive au maximum le souvenir un peu dans les moindres détails. Donc voilà, si vous voulez mettre des choses un petit peu plus détaillées sur... Parce qu'effectivement, cette image, elle vous avait bien saisi, de telle sorte que vous m'en aviez parlé un peu plus. À chaque séance, Elisabeth peut retravailler son récit, rajouter des détails, des images, des sons, mais aussi des sensations. Ce qui m'a le plus choqué, c'est tous ces corps des gens que je ne pouvais pas aider, puisque malheureusement c'était une scène d'apocalypse, on va dire. J'ai ressenti comme si on me tenait par les épaules et qu'on m'empêchait d'avancer. Cette vous m'avez dit, ça sensation. m'a fait un drôle d'effet. Oui, je me suis sentie, j'entendais plus rien, plus un bruit, plus un oiseau, plus rien, et je me suis sentie paralysée sur place. Puis Elisabeth doit relire son récit entre 1h et 1h30 après la prise du médicament. C'est le temps qu'il faut pour que le bêta-bloquant agisse. Quand vous voulez, on vous écoute. Il faut que je relise exactement. Voilà, ce qui est écrit mot à mot, en essayant de vous remettre un petit peu dans le moment. Contexte, ouais. J'avance et je vois une femme, la poitrine ouverte, avec un autre corps disloqué. J'entends un bruit, je me retourne brusquement et je vois un policier en train d'enlever les nappes de l'hôtel. Je lui demande s'il a besoin d'aide et j'essaie tant bien que mal de recouvrir les corps mutilés. J'avance et je vois une famille. Le père dit « Mon Dieu, on a tué ma fille ». Je veux la recouvrir, mais la dignité m'en empêche. Je vois cette fille, avec les yeux ouverts, allongée sur le dos, ne sachant pas trop comment faire. Lui fermer les yeux ou pas. Apparemment, elle a dû être percutée et retomber sur la tête. Son corps est intact et je ne vois aucune blessure apparente.
je décide avec mon compagnon de revenir. On va reconstruire le même souvenir de madame, hein, on ne lui fasse pas la mémoire ou quoi. On va reconstruire ce souvenir en le dissociant des réactions physiologiques du stress qui sont anormales. Au terme de la thérapie, le souvenir traumatisant doit être transformé en un souvenir tout court. Elisabeth n'oubliera pas les images d'une extrême violence qu'elle a vue, mais penser au 14 juillet devrait être beaucoup moins intense. C'est des choses qu'on ne va pas pouvoir enlever, ces images de toute façon, mais faudra vivre avec, mais mieux, se sentir mieux. Déjà, moins se retrouver avec l'angoisse à chaque fois qu'on entend quelque chose. Si c'est le meilleur moyen de s'en sortir, il faut le faire. Cette thérapie est très courte, une séance par semaine pendant 8 semaines. Ce n'est pas une solution miracle, mais un accélérateur qui permettrait d'obtenir plus rapidement qu'une psychothérapie classique des améliorations sur le stress post-traumatique. Se remettre de l'attentat, apprendre à vivre avec, c'est l'objectif de toutes les victimes, car ce 14 juillet, pour beaucoup d'entre elles, la vie s'est un peu arrêtée. Souvent, ce sont des familles entières qui ont été touchées, car sur cette promenade, lieu emblématique de la vie niçoise, ce soir-là, de nombreux parents assistaient aux festivités avec leurs enfants. Non, elle boit plus du tout. C'est parce qu'elle a mis ces chaussures-là. Les Rambelossons ne manquent jamais le feu d'artifice du 14 juillet. Chaque année, c'est le même rituel. Toute la famille se retrouve sur la promenade. Le camion est arrivé par derrière. On a tous perdu connaissance. On n'a même pas senti le choc, hein. On a perdu connaissance tout de suite. J'ai même pas de souvenir d'un choc. Je sais juste que j'étais en train de marcher, je me suis réveillé, j'étais par terre avec une grosse bosse derrière la tête, puisque j'ai eu un traumatisme. Et on a tout de suite essayé de checker rapidement si tous les enfants étaient là, comment ils allaient. Et là, c'était l'horreur, puisqu'il manquait le petit Ilian. J'ai dû chercher mon petit au milieu de cadavres pour être sûr qu'il n'y était pas. Ses parents vivent l'horreur. Ils ne trouvent plus Tiliane, alors âgée de 8 mois. Au milieu des corps sans vie, une femme voit la poussette renversée et entend les pleurs du bébé. Elle le prend et part se mettre à l'abri. Grâce aux réseaux sociaux, les parents retrouvent leur petit dernier quelques heures après le drame. Sa grande sœur Landy est la plus touchée. Elle restera 5 jours en réanimation aux urgences de l'hôpital pour enfants de Nice. Elle souffre d'un traumatisme crânien sévère et d'une fracture du tibia. Télian, lui, est blessé au visage et souffre d'une double fracture de la mâchoire. La maman Élodie est en état de sidération. Elle délire et n'arrive pas à faire face, même plusieurs semaines après l'attentat. J'étais plus du tout la même. Mes parents, ils m'ont pris chez eux et j'ai même pas pu m'occuper du petit en fait, parce que avec tout ce que j'ai vu, en fait, j'étais encore en état de choc. En fait, moi, j'avais complètement perdu la tête après. Depuis l'attentat, c'est unique que cette famille essaie de se reconstruire. Elle veut pas se faire aider, hein. C'est bien, ma fille. Allez, viens. Check. Yeah. On a besoin de jouer comme ça avec eux pour retrouver goût à la vie. Parce que c'est pas si évident que ça. On voit plus du tout les choses de la même manière. Les priorités, bon, ça a toujours été les enfants, mais là encore plus que jamais. Donc vraiment, chaque moment en famille, ça compte pour nous. Voilà. Si physiquement toute la famille va mieux, psychologiquement, un suivi est toujours nécessaire. Dans l'attentat, plusieurs enfants ont perdu la vie, percutés par le camion. Ceux qui ont survécu ont perdu un peu de leur insouciance et de leur innocence. Cette nuit-là, l'hôpital pédiatrique Lanval, situé tout près du drame, était en première ligne pour soigner les victimes. Aujourd'hui encore, de nombreux enfants traumatisés sont suivis ici. Pour les enfants et les adolescents, ça a quand même été une grande surprise de se rendre compte que la mort existait.
Et que l'horreur existait, et que les parents pouvaient avoir peur, et on a une perte de l'idéal des parents protecteurs, rien ne peut nous arriver, quand on a mal, maman fait un bisou, et puis hop, on a moins mal au genou. Et ben là, les parents, ils n'arrivaient pas à faire des bisous pour enlever la douleur du genou. Et ça a été quand même quelque chose qui a obligé certains enfants à aller chercher ailleurs ce qu'ils n'avaient plus en famille. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés aux consultations. On ne sait pas quels sont les... Il n'y a rien qui a été écrit à ce jour de quelle est la thérapie la plus efficace dans ce type de problématique. Ce qu'on sait, c'est qu'il est difficile pour les gens de parler, donc il faut soigner autrement. Face à cette situation exceptionnelle, ces professionnels de santé ont décidé de mettre leurs compétences en commun. Ensemble, ils réfléchissent à la meilleure prise en charge pluridisciplinaire pour traiter ces jeunes patients qui souffrent de stress post-traumatique. Voilà. Donc vous avez fait la supervision? Oui, on a fait la supervision comme prévu. Ils ont vu énormément de patients avec le même fil conducteur que nous, troubles du sommeil omniprésents. Donc il y a quand même des éléments que eux travaillent et qui sont complètement en lien avec ce qu'on voit nous. Depuis l'attentat, l'équipe de pédopsychiatrie de Lanval a vu plus de 1300 enfants et une quinzaine de nouveaux patients consultent encore chaque semaine. Pour la chef du service, la situation reste alarmante. Bientôt, nous n'arriverons plus à répondre à la demande. Parce qu'elle ne tarit pas, c'est comme une fontaine. Les gens continuent à venir vers nous et donc ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il y a un vrai besoin, si vous voulez, d'avoir une écoute par rapport à ce qui s'est passé. La grande inquiétude de mon équipe se situe aussi à la date anniversaire du 14 juillet et au risque de reviviscence traumatique à ce moment-là. L'avenir de ces enfants qui ont vécu l'horreur inquiète les professionnels. Alors pour aider ces jeunes traumatisés encore en construction, l'Association française des victimes du terrorisme a mis au point un programme inédit. Qui a bien dormi cette nuit déjà? Pas moi. Toi, t'as pas bien dormi, dis-nous. Parce que dans ma chambre, il n'y a pas la télé. Tu as besoin de la télévision pour dormir? Oui. Pendant une semaine, des enfants suivent des ateliers thérapeutiques. La journée commence toujours par un groupe de parole. Moi, je voulais vous rappeler un truc, c'est que quand on court vite, eh ben, on voit pas ce qu'il y a derrière. Eh ben, c'est logique, mais ça fait encore plus accélérer le cœur, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver derrière. L'objectif de cet atelier est de mobiliser des émotions, des nouvelles sensations sur des enfants qui ont vécu un traumatisme et qui ont été, pour certains, voire pour tous, sidérés par les événements, et ce qui les empêche de relancer la vie comme un enfant, je dirais, quelconque, qui avait une trajectoire dans une famille et une histoire qui devait se projeter dans une certaine sérénité. Ces enfants ont entre 5 et 10 ans. Tous étaient présents sur la promenade le soir de l'attentat. Aucun n'a été blessé physiquement ou n'a perdu de proches, mais ils ont tout vu. Depuis, leur comportement a changé. Anxiété, troubles du sommeil, difficulté à se concentrer, agitation. Eux aussi, comme les adultes, souffrent de stress post-traumatique. Ces enfants utilisent rarement les mots pour décrire ce qu'ils ressentent, mais il y a d'autres moyens pour s'exprimer, comme l'art-thérapie. Et peut-être on peut faire des formes comme ça avec le bateau. Qu'est-ce que t'en penses? Tu voudrais mettre quelle forme? Ces enfants ont souvent des pensées qui les dépassent et du mal à maîtriser leurs émotions. Aujourd'hui, dans cet atelier, ils doivent créer un contenant en argile. Là, par exemple, il y a des volcans, il y a une sorte de vase ou de contenant. Ça permet de dire les choses autrement. Et au niveau du traumatisme, lorsque vous avez des personnes qui sont traumatisées, c'est extrêmement important parce que souvent on presse les gens à parler, mais il y a d'autres façons de communiquer la douleur, de la ressentir et donc ensuite d'extraire la tristesse, l'émoi, toutes ces choses-là. On n'est pas là pour réouvrir des plaies que nous souhaitons cicatriser. Nous, notre ambition, c'est plus de parler du 14 juillet, c'est de se dire qu'il y a eu quelque chose de douloureux dans leur vie, qui les a fragilisés, qui a fragilisé des familles entières. Et il faut que tout ça, ça recommence. Et que justement, ce qui a été un événement douloureux pour eux, les rende acteurs de leur avenir. Pour cela, les enfants doivent reprendre confiance en eux et faire à nouveau confiance aux autres, et en particulier à leurs parents, car l'attentat a fragilisé le lien familial. C'est pourquoi il faut aussi rassurer les parents, les accompagner dans l'après. Cette mère a besoin de ce soutien. Impuissante, elle a vu son fils de 6 ans se replier sur lui-même après l'attentat.
Quels sont les changements que vous avez observés? Evan, on a découvert qu'il est revenu à faire des blagues, qu'avant oui. il était, Je confirme, il était en train de s'enfermer. Je confirme, c'est Oui. un blagueur. Oui. Bon, c'est bien s'il a eu des changements positifs. Oui. Je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est le début, ça va être peut-être un peu plus long pour Evan. Et Mme Battista va continuer le travail. Oui. Là, on fait que impulser. On peut vivre avec, mais il faut aider ses enfants à vivre avec. C'est-à-dire que, hélas, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir vivre avec, certains souvenirs, avec certaines émotions, avec certains ressentis, avec certaines pensées, mais ça ne doit pas les empêcher d'avancer. À Nice, personne n'oubliera jamais ce 14 juillet. Mais la vie reprend son cours. Autour de la promenade, les mots, les fleurs, les peluches déposées en hommage aux disparus ont progressivement été enlevés. Les victimes, elles, continuent à se battre chaque jour pour surmonter le traumatisme et se reconstruire.